à l'intérieur de ça, en fait, il faut qu'il se passe des expériences, des moments en fait de partage, d'immersion, qui fait que les gens à la fin repartent en ayant vécu quelque chose dont ils ont envie de parler partout autour d'eux, dans leurs équipes et plus loin, quoi. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Defaille-Ripoche. Charlotte est consultante et actrice de la transformation des entreprises. Elle dirige Overgang, un studio spécialisé dans la création d'expériences pédagogiques à fort impact, à la croisée entre le conseil, le learning et l'événementiel. Bonjour Charlotte. Bonjour Delphine, merci de me recevoir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'event learning. Comment ça marche, pourquoi ça peut faire bouger les choses et bouger les pratiques, surtout en entreprise. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Oui. 3 points qui sont plutôt autour de mon parcours. Parcours atypique, 15 ans en agence de publicité comme planeur stratégique entre l'activation branding et la stratégie de marque. Puis 6 ans en organisme de formation dans une start-up interne pour réinventer des modalités de learning en venant d'un monde qui ne connaissait pas du tout ça. Et enfin, 3e point, j'ai créé en fait il y a 3 ans et demi mon studio Overgang que tu as très bien présenté, qui fait un peu le lien entre ces 2 mondes d'avant, c'est-à-dire la communication, le marketing et la formation, la transformation et le learning. D'accord, c'est un peu une synthèse en fait. Exactement. Merci Charlotte. Pour commencer par poser les bases, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'event learning? Qu'est-ce que c'est que l'event learning pour toi? Alors pour moi, c'est un truc un peu hybride entre évidemment event learning. Donc il y a événement et il y a apprentissage. Donc clairement, c'est une expérience apprenante. Ça c'est la base. Et ensuite, c'est une sorte de projet un peu holistique. C'est-à-dire que par rapport à une formation ou par rapport à un événement, séminaire classique, team building versus formation classique, ben entre les deux, il y a l'event learning. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel un peu à tout ça. C'est-à-dire, quand je parle d'holistique, moi, je trouve que c'est très important de faire appel au sens des gens, que ça crée un ancrage mémoriel par le corps, la mise en mouvement, la rencontre d'autres, la découverte, l'inspiration. Mais alors concrètement, ça ressemble plutôt à quoi? C'est comme un escape game, un hackathon, un team building, t'en as parlé? De quoi c'est composé? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Alors, c'est un peu tout ça, hein. C'est, en fait, les modali ça, c'est des modalités. Donc les Ouais, modalités, il y en a plein. Ça peut être des ateliers, ça peut être 30 minutes, comme ça peut être 2 ans. d'accord. Ça dépend. Donc l'event learning, ça dure pas une journée, par exemple, ça peut durer, Bah, en fait, il peut y avoir plusieurs étapes. D'accord. Ce qui est important, c'est, le cœur, ça va être l'événement. Mais avant de créer l'événement, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avant pour faire entrer les gens dans un projet et les faire sortir de manière intelligente. Donc ça, c'est un peu les 3 étapes. Et ensuite, l'objectif, ça va être de leur faire expérimenter quelque chose. D'accord. Expérimenter pour dédramatiser un sujet ou pour, cascader une stratégie ou pour, faire comprendre un nouvel outil. Ça va être de faire vivre un moment un peu, mémorable, donc l'expérience, le corps. Ça va être, de voir les choses autrement et voir les choses autrement, c'est sortir du bureau, sortir du quotidien du télétravail. Donc c'est un peu tout ça, ces ingrédients-là. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, si, je commence un peu à y voir plus clair, mais du coup, donc là, on voit bien les différents ingrédients. J'imagine qu'on compose un peu comme une recette, peut-être en fonction d'objectifs, on y viendra. Mais du coup, pourquoi on choisit ça plutôt que, parce que tu t'as bien décomposé événements et learning, donc il y a quelque part un apprentissage. Donc pourquoi on choisit ça plus qu'une formation traditionnelle? Qu'est-ce que ça apporte de plus ou de différent? Quel est son intérêt, en fait? Pourquoi on fait ce choix? En fait, au démarrage, personne va vouloir faire de l'event learning. Je veux dire, mes interlocuteurs, ils savaient même pas ce que c'est ou ils y pensent Ouais, pas. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. C'est moi qui propose quelque chose. Mais au démarrage, les ingrédients, pour moi, il y a 3 choses. Il y a un sujet stratégique dans l'entreprise, qui est un sujet qui est autour d'une évolution. C'est quoi une évolution? C'est une pratique,
un outil, une culture, une problématique de cohésion. Il y a un problème stratégique dans l'entreprise. Et donc, ce problème stratégique dans l'entreprise, il y a un sujet autour de réfractaire. C'est-à-dire, en fait, on n'arrive pas à le craquer, ce problème. On a essayé des choses, on a mis en place une communication, on a fait tel ou tel truc, on a fait des formations managers. En fait, ça ne marche pas. OK, très bien. Donc, deuxième ingrédient, le problème du côté réfractaire, c'est-à-dire changer d'habitude ou changer tout court. C'est compliqué, c'est pas évident. Et ensuite, le troisième ingrédient, c'est qu'il y a un problème d'incompréhension ou de communication. Et donc, la communication qui a été menée, les informations qui ont été transmises, elles n'ont pas été comprises. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment à partir de ces 3 ingrédients que je vais proposer quelque chose. En fait, c'était pas tes clients qui disent plutôt que la formation traditionnelle: «Tiens, si on faisait de l'event learning», c'est toi qui, au contraire, à la lecture, d'un sujet avec ces 3 ingrédients, tu dis: «Ah tiens, là, ça collerait bien». Oui, en fait, il y a 2 choses, hein. Soit c'est le bouche à oreille, donc du coup, ils ont entendu parler de ce que j'ai pu faire, quelque part ailleurs. Comme tu disais, hackathon, bootcamp, atelier immersif, learning expedition, programme Future of Work, voilà, ce genre de trucs. Donc ils en ont entendu parler, ça les intéresse. Ils se demandent, comment ils pourraient mettre en place quelque chose de différenciant dans leur boîte. Tout de suite, on a quand même un langage un peu, aligné. Ou alors, c'est vraiment une problématique de cohésion, de, culture d'entreprise où en fait la boîte, elle a racheté plein de boîtes. Tout d'un coup, ils se retrouvent avec des gens qui viennent de plein d'univers et d'environnements différents et en fait, comment on va pouvoir aligner la communication, aligner les usages, aligner la collaboration, typiquement ce genre de choses. Ou un problème de progression, de l'entreprise avec l'IA, progression de l'entreprise par rapport à la RSE, progression de l'entreprise dans l'organisation. Donc ça, c'est d'autres sujets où, on se rencontre, on me parle de ces sujets-là, où moi j'entrevois des possibilités grâce à l'event learning. OK, ouais, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous décrire un format que tu as conçu ou vécu, hein, et qui a particulièrement, marqué les participants? D'ailleurs, pourquoi ça a marché aussi? Et écoute, je vais te partager, le premier que j'ai fait. Mmh. Allez. Donc, qui m'a beaucoup marqué parce que ça a été, la base pour moi, ça a été une prise de conscience. C'est, après cet événement, je me suis dit: «En fait, dans ma vie, c'est ça que je veux faire depuis toujours» et donc le sujet, c'était une très grosse boîte dans l'univers des loisirs créatifs et de la culture. C'est une boîte de 5 000 personnes et le sujet, c'était on réunit les 200 managers pour la première fois et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces 200 managers qu'on réunit pour la première fois pendant 2 jours? Et là, et ben, en fait, on a mis en place qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là pour qu'ils soient fiers d'appartenir à la boîte? Pour qu'ils partagent des best practices avec leurs pairs? Pour qu'ils vivent un moment apprenant en comprenant quel est leur rôle de manager à leader? En fait, il y avait plein d'objectifs et ce qu'on a fait, c'est que pendant 2 jours, on leur a fait vivre un événement autour du management, 2.0, 3.0, le leadership, le leader augmenté, la fierté et cetera, autour de ça avec une scénographie, donc avec un fil rouge scénographique, avec beaucoup de coaching en amont de managers qui prenaient la parole sur scène et qui donc partageaient des choses. Et donc, il fallait que ça soit très sharp parce que sinon, les mecs, ils peuvent passer 3 heures sur scène. Tout ça a été très scripté, comme un événement, en fait. C'est un show, hein, un événement, c'est un show. Donc, il y a un script avec un timing, avec un séquençage. Et à l'intérieur de ça, en fait, il faut qu'il se passe des expériences, des moments, en fait, de partage, d'immersion, qui fait que les gens, à la fin, repartent en ayant vécu quelque chose dont ils ont envie de parler partout autour d'eux, dans leurs équipes et plus loin, quoi. Ouais. Alors donc ça, c'est le premier que tu as fait et j'imagine que derrière, beaucoup d'autres ont suivi, soit dans ta start-up, soit maintenant avec Overgang. Comment tu t'assures à chaque fois que les participants soient vraiment acteurs? C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu et qu'ils soient pas de juste, spectateurs en mode: «Bon, bah, j'assiste à un show, tout est chronométré et cetera, mais bon, moi, je suis un petit peu en dehors du truc, j'attends de voir ce qui se passe». Comment tu les fais participer? Alors comment je m'assure? Bon, en vrai, je m'assure Je pas sais pas. beaucoup de ça. Ou comment tu fais en sorte que? Et en fait, ça m'arrive tout le temps parce que moi, je monte des équipes sur les sujets, je prends des experts quand c'est pas moi l'experte du sujet et puis aussi j'anime des choses. Clairement, quand j'anime dans un atelier, par exemple, de, 10, 15, 30 personnes, il y en a toujours quelques-uns qui ont pas envie, déjà. Qui viennent, ils se disent: «Moi, j'ai autre chose à foutre», clairement. Voilà, on me fait perdre mon temps. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ensuite, pendant l'événement,
il y a des gens qui sont réfractaires à certaines pratiques, certaines mises en immersion. Ils aiment pas du tout être mis en avant. Ils aiment pas du tout raconter leur vie. En fait, il y a tellement de choses qui fait qu'il y a plein de gens qui se mettent de côté ou qui ont pas envie de participer. Souvent, moi, j'utilise le groupe, en fait. C'est le groupe qui va m'aider. C'est-à-dire que s'il y a déjà des gens dans ce groupe-là, dans un événement, qui arrivent à rentrer dans l'expérience, dans ce qui se passe, eh ben, il y a un moment, il va se passer un truc. Je peux pas expliquer comment. C'est des fois, je sais pas, un truc un peu magique. Les réfractaires, ceux qui n'ont pas envie dès le démarrage, ceux qui n'aiment pas ce genre de choses, ceux qui ont l'impression de s'embêter, il y a un moment, ils vont venir. Ils vont venir parce qu'ils voient qu'il se passe un truc avec le reste du collectif. Mmh. Donc, j'ai pas de recette miracle. Par contre, j'ai l'impression que, en fait, quand tu arrives à faire en sorte que certaines personnes, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, dans l'événementiel, le deck breaking. J'arrive pas à trouver le truc en français. Mais en gros, c'est celui qui va commencer dans ton événement à parler en premier ou à mettre quelque chose sur la table en premier quand on a des ressources ou à faire quelque chose en premier. Tu vas t'appuyer sur lui, hein, ou sur elle, parce que, bah, du coup, tu vas te dire c'est génial. Et en fait, souvent, c'est quand il y en a un qui ose comme ça dans le groupe, que le reste du groupe va oser et qu'en fait, au fur et à mesure, ceux qui sont très derrière, très en retrait, vont venir au fur et à mesure participer. OK. Mais j'ai pas d'autre recette que ça. Et dans ce type d'événement, event learning, quelle est la place que tu dis c'est très scripté? Quelle est la place qu'on laisse à l'improvisation, à l'inattendu? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans ce type de format? Il y en a tout le temps. Ouais. Comme dans l'événementiel en général. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme prévu. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, c'est exactement pour ça que moi, je prépare énormément, que tout est très scripté, très préparé, très, organisé, parce que pour faire face à l'inattendu, c'est bien d'avoir déjà une base. Parce que quand tu fais une base, c'est comme, quand tu fais un brief pour, quelqu'un, tu imagines les choses, en fait. Tu écris les choses et quand tu écris les choses, tu te dis: «Ah ben oui, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi». Donc peut-être que tu as déjà commencé à imaginer les différentes alternatives. Donc moi, je prépare. Je prépare beaucoup et en fait, l'inattendu, il y en a tout le temps parce que, comme tu dis très bien, il y a des gens qui veulent pas participer. Il y a, je sais pas, quelqu'un qui va vouloir prendre un autre chemin, le timing qui va déraper. Il peut se passer tellement de choses ou alors quelqu'un qui a un truc à raconter qui est très important par rapport au sujet et donc en fait, je vais lui laisser la parole. Laisser la place, ouais, voilà. Voilà, Pour qu'éventuellement ça ouvre un débat, que les autres rebondissent et exactement. c'était pas prévu mais c'est intéressant. Et donc là, il faut se réadapter. C'est pour ça que c'est important de beaucoup préparer, donc séquencer, donc scripter. C'est exactement comme, les gens, disent tout le temps: «Moi, je ne suis pas créatif». Mais en fait, la créativité, ça ne s'improvise pas, ça se prépare et en fait, souvent, moi, j'ai plein de gens qui me disent: «Oh ben, on a mis, nos collaborateurs dans une salle pendant une demi-journée pour être créatifs, puis il en est rien sorti». Oui, mais c'est parce qu'en fait, les gens, c Spontanément comme ça, allez, sois créatif, vas-y, fais sors un truc. mais c'est exactement ça. Mais c'est normal, en fait, c'est normal. Typiquement, ce genre de truc, je l'entends tout le temps et en fait, il faut mettre un cadre. C'est le cadre qui va permettre de rendre l'événement intéressant, apprenant, parce qu'en fait, tu as posé les questions sur la culture de l'entreprise. Tu as posé les questions sur: «C'est quoi les problèmes en ce moment?» Tu as posé les questions sur: «Et le problème caché derrière le problème dont tu me parles en premier, c'est quoi?» En fait, c'est tout ça. C'est pas juste, mettre des paillettes dans les yeux des gens, hein. Alors justement, rentrons dans cette partie-là, c'est-à-dire, puisqu'on prépare, puisqu'on structure, puisque tout est bien cadré, j'imagine qu'on se fixe des objectifs. Il y a le mot learning, il faut quand même qu'il y ait un apprentissage. Tu parlais de réticence à l'usage d'un outil ou des choses en lien avec la culture d'entreprise, une évolution en lien avec un sujet stratégique. Donc, on se fixe des objectifs. Comment on en mesure l'atteinte? Et est-ce que toi, tu as des exemples concrets de retours que tu aurais observés, à l'aide d'indicateurs? Je sais pas, enfin bref, comment ça se passe? Écoute, je te partage 2 exemples différents de celui que je t'ai partagé avant. Parce que celui que je t'ai partagé avant sur le grand groupe avec 5 000 personnes, en fait, à l'issue des 2 jours de cet événement, ils partaient avec une boîte et dans la boîte, il y avait toutes les ressources sur lesquelles ils allaient expérimenter des formations, encore une fois un peu événementielles, mais beaucoup plus, dans le détail de tout ce qu'on avait vu pendant les 2 jours. Donc la prise de parole en public, quand on est un manager et cetera. Donc ça, par exemple, tu vois, derrière, en fait, il y a des choses très tangibles qu'on peut Mmh. mesurer.
Et après, pour pouvoir mesurer des choses, par exemple, il y a 2 ans, j'ai accompagné une boîte de 400 personnes qui venait d'implémenter Office 365 de Microsoft pour l'ensemble des collaborateurs parce que la boîte se transformait et donc ils avaient besoin d'avoir un outil et pas 40 outils de collaboration, de travail, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à faire en sorte que les gens l'utilisent. Donc, en gros, pour faire court, j'ai fait un événement, j'ai mis en place des collaborateurs, animateurs, ambassadeurs qui ont scripté, organisé des ateliers. Donc, je les ai aidés, évidemment, et moi et mon équipe, hein, voilà, je suis pas toute seule. On a fait un digital day autour de ça et ensuite ils sont allés parce que c'est une boîte qui est géographiquement un peu éclatée. Donc en fait, une fois qu'ils ont animé le truc où j'étais là pour les coacher, ils sont allés partout dans leurs autres entités pour faire ces ateliers, animer ces ateliers autour des usages de cet outil, de qu'est-ce qu'ils vont en faire ensemble avec leurs clients dans le quotidien. Et en fait, quelques mois plus tard, clairement, les retours que j'avais du CODIR, c'était, ça y est, tout le monde est passé, au sujet, les gens se sont appropriés le truc, on ne parle plus des, outils d'avant. En fait, voilà, moi j'ai des retours comme ça de mes clients, mais j'ai pas de trucs mesurables. Et pour autant, quand ils font appel à toi, il y a une problématique avec un objectif. Là, c'était, généraliser l'usage d'Office, 365. C'était ça l'objectif et de fait, ça a marché puisqu'ils te disaient ensuite: «Oui, ça y est, on parle plus des anciens outils, tout le monde s'y est mis». Donc voilà. Il y a des objectifs, en fait, qui sont chiffrés pour le DG, par exemple. C'est-à-dire que le DG, il a dépensé je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros sur cet outil-là, pour l'ensemble des collaborateurs de sa boîte, que derrière, il faut arrêter tous les outils qui étaient là précédemment parce qu'en fait, ça ne marche plus, par rapport à cette, nouvelle stratégie. Donc c'est faire des économies d'échelle, c'est, permettre aux gens d'être, structurés sur la collaboration en interne et avec les clients et donc du coup, d'être efficaces. En fait, voilà, il y a plein d'objectifs, mais j'ai pas forcément des outils de mesure précises Pour chaque ouais, systématiquement. ouais. OK. Et tu parlais d'un deuxième exemple? Oui, le deuxième, par exemple, c'est très, très différent. Pour te donner un exemple aussi de qu'est-ce qui se passe à la fin justement d'un événement comme ça. Donc là, c'était en l'occurrence, c'était un séminaire pour les 40 managers d'une boîte qui forment un groupe et sur lequel, en fait, il faut animer le groupe. Et ces 40 managers-là, moi, je leur ai, concocté sur mesure un atelier où j'étais avec un autre, animateur et qui était autour du leadership. Parce qu'en fait, souvent, c'est, des managers, ils ont du mal à prendre le lead. Ce qu'on entend tout le temps, hein, les managers ont évolué dans leur technicité, donc ils sont devenus managers, c'est très français. Mais en fait, comment tu fais en sorte que ces managers-là soient leaders auprès de leurs équipes, dans l'entreprise? Bref, le sujet, c'était vraiment comment prendre le lead dans des situations complexes, complexes avec le client ou complexes en interne. Donc, en fait, on avait des situations, des mises en situation. Bref, ça durait une demi-journée. Je passe les détails. L'objectif, très clairement, de cet atelier-là, ce séminaire-là, c'était de ressortir avec la checklist du manager en situation complexe dans cette boîte. D'accord, Et à la fin, ils l'ont. Et derrière, on va voir en fait ce qu'on va en faire. Mais l'objectif, c'est que je les aide à cascader auprès de leurs équipes. d'accord. Ouais, qu'ils puissent l'utiliser, la mettre en œuvre quoi, en fait. Bah oui, oui. Parce que, en fait, ça arrive tout le temps. Moi, ils m'ont donné plein d'exemples. C'est à partir de ces exemples que j'ai trouvé des situations, des mises en situation et qu'ils ont travaillé et que je les ai fait pitcher et qu'ensuite on a amené d'autres ingrédients pour les mettre dans d'autres situations plus complexes et que voilà. Et en fait, ça a fait sortir plein de choses. «Ah mais non, mais ça, c'est pas à moi de le faire». «Ah bah si, c'est à toi». «Ah mais non, mais ça, c'est pas, En fait, il y avait plein de choses comme ça que ça fait ressortir. C'est ça qui est intéressant. C'est que cette parole-là, dans une formation, on va dire, plus traditionnelle, ça ne serait pas ressorti sur le leadership. Très bien, super et c'est intéressant et du coup, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu as observées dans la mise en place de ces événements? Soit que tu as faites toi ou que tu as vu faire, dans des événements auxquels tu aurais assisté et qu'est-ce que tu en as retenu? Effectivement, quand toi t'en montes, tu vois toutes les petits couacs. Donc du coup, je voudrais pas, taper sur le dos des autres. En tout cas, sur les miens doigts, je peux taper et oui, les erreurs qui sont très fréquentes, c'est de vouloir trop remplir. C'est de pas laisser assez d'espace, justement, pour les aléas, pour la parole, pour les pauses. Les pauses, c'est très structurant. Il se passe plein de choses, en fait. Donc ça, je me fais violence. Oui, parce qu'on a envie de donner le maximum, de profiter de cette journée ou ces 2 jours Ouais, pour essayer de faire le max et en fait, c'est pas forcément bénéfique au final, c'est ça que tu dis? oui. C'est un conseil aussi que je donne, quand j'en parle à d'autres, hein, Ouais, ouais, bien sûr. c'est trop remplir, c'est pas bon.
C'est comme, les enfants avec les smartphones, en fait, il faut laisser, le temps de s'ennuyer. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu vois que tu imagines que l'event learning va se développer à grande échelle dans les prochaines années ou? En fait, moi, j'ai une conviction là depuis, un petit moment déjà, surtout avec l'arrivée de la fresque du climat et des fresques, en tout genre et moi-même, je suis, créatrice et animatrice de fresques, donc j'en suis assez convaincue. Je pense que dans un monde dans lequel, en fait, l'IA est en train de prendre d'une place qui permet de se concentrer sur des choses à valeur humaine, je pense que les sujets d'événements, ça va prendre de plus en plus de place. Parce que en fait, mettre les gens en mouvement, créer des déclics dans cet environnement-là, faire le pas de côté, ces 3 trucs-là, qui sont les ingrédients de l'event learning, qu'on retrouve dans les formats et les modalités de la fresque, pour moi, c'est des formats d'apprentissage du futur. Enfin, de maintenant et de demain, quoi. Donc, oui, je pense que ça va prendre, plus de place et déjà même, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Ouais, OK, super. Merci, Charlotte. Beh, merci. Je te propose de passer aux questions signatures du podcast. Allez, Allez, on y va. Comment tu fais ta veille? je fais ma veille, de manière, très, chaotique. J'adore. C'est la première fois que quelqu'un me le dit. En fait, c'est le bazar. C'est totalement le bazar parce qu'en fait, moi, j'adorerais avoir un temps, dans la semaine, pour faire ça. Bon, en fait, j'y arrive pas. En revanche, déjà, il y a LinkedIn avec des gens que je suis, ça, c'est sûr. Et puis ensuite, il y a les newsletters qui sont un peu mes newsletters, fétiches. Bah, tu veux que je te les donne? Ah bah, avec plaisir. Alors, du coup, il y a Sidologie, Ouais. la newsletter du bahut, de Sylvain Tillon, avec plein de trucs et astuces justement sur le learning et sur l'IA, sur plein de choses. C'est très pratique, j'adore. Il y a la newsletter de Marie Dolé, qui est la directrice marketing et innovation de la BPI, qui s'appelle In Bed with Tech. Pour moi, aujourd'hui, c'est la nana qui réfléchit le mieux au sujet justement de transformation. Ensuite, il y a la newsletter, de Xavier de Masneau, The Village, qui est autour du Future of Work, que je trouve très, très inspirante. La newsletter de Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, qui à chaque fois est un petit moment snacking où, je trouve qu'il y a plein de petites idées à prendre. Et celle que j'adore aussi, c'est celle de Jérémy Lamry, autour du Future of Work aussi. Lui, il a fondé, Tomorrow Theory, qui est une boîte hybride entre les RH et l'IA et c'est un chercheur et il est hyper smart. Mmh. Est-ce qu'il y a une formation qui a eu un impact spécifique pour toi et lequel? En vrai, j'ai cherché des formations qui avaient eu un impact spécifique et c'est horrible, mais j'ai pas trouvé. En revanche, le format que je trouve ayant eu le plus d'impact, en tout cas comme moi j'ai mené et avec, des groupes plutôt, managers, codir, comex, c'est le format Learning Expedition. En termes d'apprentissage avec une rapidité de compréhension des problématiques, stratégiques pour, des gens qui doivent prendre des décisions rapides, je trouve que c'est hyper fort. Voilà, Learning Expedition. Très bien. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou à un responsable, formation, ce serait lequel? Ça serait et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps et mais je me l'applique à moi, j'essaye, c'est ne reste pas dans ton couloir de nage. C'est-à-dire, tu es DRH, va voir ce qui se passe à la DSI, va voir ce qui se passe au marketing, au service client. Bref, va voir de partout ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est dans ton entreprise et surtout, regarde ce qui se passe à l'extérieur dans les autres secteurs qui sont pas le tien. Moi, c'est que comme ça que je monte des trucs différents, en fait, hein. C'est d'aller voir, ce que font, les gens dans le retail, dans la maçonnerie, dans l'IA, dans j'en sais rien, partout. Parce que c'est comme ça qu'en fait, ça donne des idées et qu'ensuite ça infuse et tu t'inspires et ça redescend et tu penses autrement. Ouais, c'est un peu comme le process, créatif des artistes, en fait. Ils se nourrissent de thématiques, qui n'ont rien à voir avec leur art et finalement, ils font une synthèse intérieure et ils te sortent un truc, out of the blue, mais qui est génial parce que, ils ont tout maturé en interne. Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs, en vrai, l'ingrédient peut-être dont je n'ai pas parlé, mais qui pourtant est hyper important sur les event learning, c'est de créer, de faire des détours, de faire venir quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet, de faire travailler les gens sur autre chose pour arriver au sujet Ouais, évidemment, hein, ouais. mais voilà. Je trouve que oui, c'est un processus créatif, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et pour terminer, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Charlotte? Et beh, j'aimerais partager avec vous l'événement que je conçois, produis et anime.
Ça va être la 2e édition, le 6 novembre, prochain et cet événement s'appelle Wake Up et Wake Up, c'est un événement qui est plutôt à destination de l'écosystème RH, donc les DRH, les gens qui s'occupent du learning, les gens qui s'occupent de la transformation du travail. On a fait une première édition l'année dernière À laquelle tu étais là déjà. c'était génial. Là où on s'est rencontrés, C'est vrai. voilà. Sous la forme d'event learning, il faut quand même le dire. C'est complètement ça, c'est complètement, un événement d'event learning. Le sujet, c'est vraiment de répondre aux frustrations de tous les gens que j'entends, en fait, par rapport aux événements un peu B2B, corporate, RH. Ça, c'était la première chose. J'entendais trop de frustration et 2, c'est de leur faire vivre quelque chose, en fait, qui leur permette de faire un pas de côté, un pas en avant, voire même penser le temps long, parce qu'on est trop, en fait, justement, dans son couloir de nage et dans ses problématiques, du quotidien. Pour penser, en fait, la stratégie, pour penser sa roadmap, je pense qu'il faut faire un pas de côté et c'est vraiment l'objectif de cet événement. Donc l'année dernière, c'était une journée. Cette année, c'est une grosse demi-journée, de 14h à 19h, en plein cœur de Paris, dans un lieu emblématique justement du RH et du bureau, de l'aménagement de bureau. Et je pense que ça va être chouette. D'accord. On mettra les coordonnées dans les notes de l'épisode pour pouvoir s'inscrire. J'aimerais ajouter que c'est gratuit quand même. Oui, Hein? tout à C'est fait. important. C'est gratuit grâce à mes sponsors. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même très chouette. Ouais. Merci beaucoup de nous proposer ça. Moi, je viendrai bien sûr pour cette 2e édition. Merci. On arrive à la fin de l'épisode, Charlotte. Donc merci pour nous avoir éclairé sur l'event learning. Moi, ce que je retiens, c'est les 3 raisons pour lesquelles finalement on aurait tendance à aller chercher l'event learning plutôt qu'un programme de formation traditionnel. C'est quand on a un sujet un peu stratégique dans son entreprise qui tourne autour d'une évolution, qu'on a déjà essayé plein de trucs et que ça n'a pas marché, ou qu'il y a des populations réfractaires et que finalement il faut créer un déclic. Et puis le 3e point, c'est s'il y a un problème de communication ou de compréhension de pourquoi il faut aller vers cette évolution. Voilà ce que j'ai retenu et du coup, je crois que maintenant c'est plus clair pour moi, ce qu'est l'event learning. Cool. J'espère que tout le monde sera intéressé d'en savoir plus parce qu'en fait, c'est un format hyper chouette pour permettre aux gens en fait de voir l'entreprise et leur métier autrement. C'est une manière en fait de créer de l'innovation sociale et moi je crois beaucoup à ça. Donc voilà. En tout cas, ça a donné du sens à mon métier entre le marketing, la com et la transformation et le learning. Donc j'espère que les gens, ça leur parlera aussi. Ouais, super. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Et puis écoute, on se donne rendez-vous le 6 novembre pour la 2e édition de Wake Up. Avec grand plaisir, je vous attends et je t'attends. Ça marche, on se retrouve là-bas. Génial. À bientôt. Bye bye. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.